Bienvenue à cette première édition du Salon Gonzague de Reynold. J'ai créé il y a 1 an la chaîne Haltérophilo. Et le but, c'était de réunir justement des invités d'exception autour de formats divers. Et mes 2 premiers invités furent Renaud Camus et Marc Bonan. Alors pourquoi ces 2 invités? Ça va me permettre de les présenter. Alors d'abord Marc Bonan, 41 ans, élu le plus jeune bâtonnier de l'Ordre des avocats genevois. Il a reçu des mains de Maurice Druon le prix du rayonnement français pour sa contribution à la défense de l'illustration en langue française. De plus, il a été élevé grade d'officier de la Légion d'honneur par l'académicien Marc Fumaroli en avril 2011. À mes yeux, c'est sans doute une des plus grandes intelligences suisses, et de loin, et depuis très longtemps. Vous écouterez toutes ces interventions sur infrarouge. Vous irez voir les archives de 1984 où vous pouvez voir la première intervention de Maître Bonan à la télévision. Vous écouterez son débat racisme et culture avec la CICAD, où il leur dit très clairement qu'il faut lire Brasillac, il faut lire Mein Kampf de Hitler, il faut tout lire pour comprendre. De plus, vous écouterez le métier d'avocat selon Maître Bonan. Peut-on défendre l'indéfendable? Son procès de Rousseau à l'accusation. Et de plus, et pour moi la plus belle interprétation ou plaidoirie, ce sont les Fleurs du mal de Baudelaire, où Bonan cite notamment Camus et cite aussi Richard Millet comme les plus grands écrivains français vivants. Renaud Camus, écrivain, peintre, photographe, ce sont 2 nominations à l'Académie française, 160 livres, dont des romans, des répertoires, son journal qu'il tient depuis bientôt 40 ans, des éloges, enfin bref, un auteur extrêmement complet. Vous lirez La Dépossession, évidemment, Le Petit, le Grand Remplacement, son roman Loin, 2e au prix de l'Académie française 2011, sauf erreur, encore un autre roman, Est-ce que tu me souviens, ou son essai 2002, Du sens, où il s'explique notamment sur l'affaire Renaud Camus. Donc, comme certains l'auront compris, vous êtes évidemment mes références à bien des égards. Robert Radecker disait « Admirer, c'est entrevoir ce que l'on peut être ». J'espère un jour atteindre votre niveau. De plus, certains l'ont peut-être entendu, je ne sais pas de source sûre si c'est vrai, mais certains auraient voulu interdire cette conférence. Et là, je vais citer Maître Bonan, encore une fois, lors de son débat de racisme et culture. Si l'on admet la nécessité sociale d'une morale, je pense que de vouloir mesurer une œuvre en fonction de la morale, c'est ensemencer quelque chose d'infiniment pervers. Une œuvre n'a pas à être morale, elle a à être belle, à bouleverser, à subvertir, à chantourner, à cadenasser l'âme. Elle a à faire quelque chose. L'idée qu'une œuvre soit dans le bien et le mal, plutôt que dans le beau et le laid, c'est une catégorie qui me semble très étrangère à l'œuvre. Ceux qui mettent de la morale dans la littérature se condamnent à l'ignorance et sont totalement discrédités dans leur sujet. Il faut haïr, mais en connaissance de cause, et il faut rejeter dans la familiarité de ce qu'on le rejette, et pas dans l'abstraction. Maintenant, un dernier mot sur Gonzague de Reynold, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est un écrivain suisse, aristocrate et catholique. Donc 3 choses qui sont en voie de disparition. Il est un grand défenseur du fédéralisme, de la neutralité et de l'indépendance. Et il a toujours souhaité, il l'a écrit dans La conscience suisse, replacer la Suisse au centre du débat intellectuel. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous demander d'où parlez-vous. Donc nous allons discuter un bref instant de votre enfance. Quelle éducation et instruction avez-vous reçue? Quels souvenirs en gardez-vous? Et puis comment vous est venu le goût de la littérature et le plaisir des lettres? Marc Bonan. Oui, évoquer mon enfance. Oui, il faut que j'invente des souvenirs. Alors écoutez, mes parents étaient diplomates et je les ai suivis partout. J'avais une relation oedipienne avec ma mère et qui me semblait un horizon indépassable. Je crois l'avoir convoité. J'ai voulu le meurtre de mon père, toujours pour être dans la psychanalyse. Et puis, le goût des mots m'est venu par une exigence de ma mère. Elle considérait que
les mots, ce n'est pas simplement l'expression, que les mots, c'est l'idée, que l'idée naît avec les mots, qu'avant l'idée n'est qu'une intuition aléatoire. Et lorsqu'elle considérait, c'est-à-dire assez souvent, que je manquais de mots ou de profondeur, elle m'envoyait dîner avec les domestiques. Et c'est ainsi que j'ai appris le portugais, l'espagnol et un peu le chinois. Et ma mère considérait que l'amour était une exigence et que l'exigence est amour. Et que l'on aime qu'en attendant beaucoup de l'autre et parfois même en le brutalisant. Elle ne croyait pas aux vertus du naturel, elle préférait l'art, donc l'artifice. Elle considérait que l'homme se construit, qu'il devient capable de ce qu'il est, encore faut-il qu'il ait la volonté et la vue de ce qu'il peut être. Donc au fond, un discours sur le devenir. À part ça, j'ai eu une enfance heureuse, en tout cas si je la compare. Est-ce que le bonheur est un assoupissement ou est-ce que c'est un approfondissement de la vie? Et si j'avais une reconnaissance à émettre, je l'émettrais à l'égard de mes parents et de ma mère que j'ai convoité. Voilà mes amis. Mais vous savez, sur les souvenirs, c'est un sujet qui me préoccupe souvent, c'est les souvenirs que l'on a et les souvenirs que l'on se crée. Et on se crée beaucoup de souvenirs pour être cohérent avec ce que l'on est devenu. Voilà ce dont je me souviens et voilà pourquoi je suis. Donc je ne suis pas certain de mes souvenirs. Peut-être ce sont des souvenirs inventés et qui me rendent confortable. Renaud Camus. Alors la question que vous posez vient d'être remise en cause de façon spectaculaire par la découverte récente que je n'étais pas le fils de mon père. Ce qui change évidemment beaucoup de choses. Je n'en suis pas spécialement traumatisé, d'autant plus que je m'en étais toujours un peu douteux, d'autant que lui-même l'avait toujours dit. Donc j'étais prévenu, mais j'ai voulu faire des vérifications scientifiques qu'on ne peut faire qu'aux États-Unis, par des choses d'où il en sort clairement que, par exemple, ma sœur a bien voulu se prêter au jeu, et nous avons découvert qu'elle était seulement ma demi-sœur. Et puis je me suis trouvé toute une famille inattendue, qui n'était pas du tout auvergnate comme je le pensais. Moi j'étais assez content d'être auvergnat, ça me plaisait beaucoup l'Auvergne. Très content d'être auvergnat. Alors malheureusement je ne suis pas si auvergnat que ça, puisque mon père ne serait pas du tout auvergnat, puisque j'ai mes demi-frères qui sont plutôt bizarrement, non pas gascons, mais béarnais, et un peu basques, semble-t-il. Bon, très bien, mais admettez qu'à 75 ans, soit 76 même, ça change tout de même beaucoup les perspectives. En plus, c'est un peu ridicule dans mon cas, puisque je ne cesse, dit-on, d'exalter le temps long, la lignée, l'héritage culturel. Du coup, le mien est particulièrement incertain et flou. Donc je ne suis pas tout à fait dans l'emploi que j'étais censé tenir. Cela dit, quant à ma famille, je ne dirais pas que j'ai eu une enfance très heureuse comme notre ami, parce que mes parents se disputaient tout le temps, ce qui explique probablement en partie ce petit coup de théâtre récent quant à mon hérédité. J'ai beaucoup de mal à les situer culturellement. Alors socialement, c'était des bourgeois en perte de vitesse. Ah oui, chose très importante, la perte était absolument fondamentale. En particulier, la perte d'une maison, d'une propriété à laquelle était lié le statut social, d'ailleurs, dont j'ai été exilé quand j'avais 9 ou 10 ans et qui a laissé beaucoup de souvenirs. Je crois la perte très très importante. D'ailleurs, en ce pays éminemment rilkéen, inutile de rappeler la perte comme ce qui fonde par excellence. Rien n'est vraiment que ce qui a été perdu, dirais-je, près du château de Museau et près de Raron ou Rarogne.
et de la tombe, plus ou moins sacrée, de Rilke. Mais la curiosité culturelle de cette famille n'était pas du tout intellectuelle, ne pratiquait pas d'instruments de musique, par exemple, mais avait en parole une considération folle pour tout ce qui était intellectuel, pour les écrivains en particulier. Rien n'était mieux que d'être écrivain. Et alors, par exemple, dans une conception aujourd'hui très datée, et désapprouvée d'ailleurs par les intellectuels d'aujourd'hui, par exemple, le pèlerinage littéraire. Je parlais de Coppée, il y a à 11 ou 12 ans, mes parents faisaient faire le voyage de Coppée comme un haut lieu de la vie littéraire, intellectuelle et culturelle, une des capitales de l'Europe culturelle. Et voilà, on faisait des pèlerinages sur les maisons d'écrivains, sur des tombes, des choses comme ça. J'aimais beaucoup les tombes. D'ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup les tombes. J'attache beaucoup d'importance aux tombes, aux tombeaux, aux lieux, aux endroits où les gens sont enterrés. C'est très important, y compris pour moi-même. Autre coup de théâtre, d'ailleurs, puisque j'en suis là. Ma mère, qui était très catholique, a laissé comme dernière volonté, quand elle est morte, d'être incinérée. Alors là, tout le monde tombait des nues parce que ça semblait, d'une part à cause de ce culte des tombeaux, et d'une part aussi à cause de sa religion, de sa foi. Il semblait très surprenant qu'elle voulût être incinérée. Et l'explication qu'on a trouvée, qui semble très officielle parce qu'elle s'en était ouverte à certaines personnes, était à la fois religieuse et très peu religieuse, me semble témoigner d'une théologie tout à fait approximative et enfantine. Je crois qu'elle voulait blouser Dieu, en fait, ou le jugement dernier, et pensait que si elle était déjà calcinée, elle échapperait au feu de l'enfer. Et que c'est pour ça qu'elle voulait être calcinée, ce qui m'a beaucoup déçu. Enfin, j'ai répandu les cendres de ma mère à l'endroit où elle désirait qu'elles fussent répandues, c'est-à-dire un endroit très beau en Auvergne. Et elle avait dit aussi dans ses dernières volontés que si on voulait, on pouvait mettre une partie des cendres près de son mari. Elle ne semblait pas y tenir tant que ça, mais enfin, comme il y avait une urne, on l'a mis là. Et comme à cette occasion, j'ai découvert que les cendres étaient très abondantes, beaucoup plus que je ne croyais, il y a énormément de cendres. Il y a eu une troisième partie dont j'ai fait un tableau qui est au-dessus de mon bureau, dans la bibliothèque où je travaille. Il y a un tableau qui s'appelle « Les cendres de ma mère », les cendres étant prises dans la peinture, tenant très bien dans la peinture d'ailleurs. Donc voilà pour le d'où ça parle. Très bien. Maintenant, nous allons faire aussi parler de l'écrivain et de l'avocat. Nous en parlions brièvement précédemment. Quel rapport avez-vous avec le métier d'avocat dans une époque post-littéraire, ou comme vous le direz, qui n'est même pas post-littéraire, puisque ça sous-entendrait qu'elle précède la littérature, sauf qu'elle n'est même plus littéraire, cette société. Marc Ballon. Oui, le métier d'avocat a certainement beaucoup changé, comme tout a beaucoup changé, et je suis assurément nostalgique de ce qu'il était. Il y avait un modèle d'avocat que l'on disait cicéronien, c'est-à-dire un avocat familier des arts, des lettres, de l'histoire, et qui de surcroît savait le droit. Aujourd'hui, et surtout qui avait un rapport sensuel avec les mots, et qui considérait que, une fois encore, tout naît des mots. Et puis cet avocat-là a changé parce que nous avons tous changé, nous sommes littérairement très appauvris. Les générations qui suivent la mienne, elles sont désormais innombrables, sont des générations d'illettrés. Elles considèrent que de savoir où trouver tient lieu de savoir. Et donc, elle se dispense de lire les 10 tragédies d'Euripide, les 8 de Sophocle et les 7 d'Échille, parce qu'elle pianote sur ces petits appareils qui leur disent que cela existe. Et c'est une des métamorphoses du savoir. De savoir que cela est, me tient lieu de savoir.
Et ça, c'est un peu la jeunesse d'illettrés que fait notre école contemporaine, complètement calcinée par le goût de l'égalité. Nos écoles ne sont plus sélectives, elles ne considèrent pas que la hiérarchie est ce par quoi on s'approche du sacré. Elles pensent qu'il faut niveler, mais naturellement par le bas, qu'il faut donner sa chance à chacun, alors que je ne suis pas du tout d'avis dans une vision darwinienne des choses que l'on donne sa chance à chacun, ou bien il a les moyens de la conquérir, ou bien qu'il reste au bord de la route. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur le savoir et le déclin du savoir. Mais dans le prolongement, Renaud, de ce que vous disiez, de qui sommes-nous les enfants? Alors bien sûr, il y a la généalogie et il y a la physiologie. Mais sommes-nous vraiment les enfants de nos pères et de nos mères? Est-ce que la lignée n'est pas autre? Et si nous étions les enfants de nos lectures? Si nous n'étions jamais que l'addition des livres que nous avons lus et que nous n'avons pas lus? Je me dis ça parce que je suis de droite, résolument de droite, extrêmement de droite. Mais parce que dans la bibliothèque de mes parents, il y avait Maurras et Barrès. Et si dans la bibliothèque de mes parents, il y avait eu Marx, est-ce que je serais aujourd'hui marxiste? Je me demande toujours, en relativisant les convictions, d'où elles viennent. Et je préfère l'intelligence aux convictions. Parce que l'intelligence doute. Elle est pyrrhonienne. L'intelligence n'en finit pas de mettre en cause les conclusions auxquelles elle parvient elle-même. L'intelligence s'interroge jusqu'au vertige, jusqu'à la solitude. Je sais ça par lui dire. Tandis que la conviction est un réconfort. J'appartiens, je m'appuie, voilà ce que je suis. Et je pense qu'une vie rigoureuse devrait être une vie qui s'interroge perpétuellement sur ce que l'on est, non pas pour se plaire, non pas non plus pour se déplaire, Narcisse est souvent malheureux, mais pour savoir la relativité de la pensée et interroger la pensée jusqu'à la solitude de ne pas savoir. Quant à votre enterrement, Renaud, statistiquement, je n'y serai pas, et parce que mes jours sont plus comptés que les vôtres, mais je vous propose l'incinération. Et j'aimerais que vous ayez un Matzneff qui a fait ça pour Monterland, et qui a été de répandre sur le forum romain les cendres de Monterland. Alors, trouvez un jeune homme qui vous aurait aimé d'amour, parce que c'est un des sujets qu'on abordera. Vous avez le bonheur d'être homosexuel. Moi, la grâce ne m'a pas encore frappé. Alors, trouvez un jeune homme qui vous aura beaucoup aimé et qui ira répandre vos cendres sur le forum romain. Peut-être le Parthénon. Choisissez une mère patrie, mais répandez vos cendres. Elles féconderont. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je retiens tout de même la question première, le rapport avec la condition d'écrivain. Et dans mon cas, ces relations sont vraiment excellentes, et je tiens beaucoup à ce mot d'écrivain, et je déteste qu'on le déplace vers d'autres termes, en particulier vers le terme d'intellectuel. Il me semble qu'il y a un monde entre l'écrivain et l'intellectuel. Et c'est précisément le fait que nous vivions dans une civilisation post-littéraire
qui ne comprend même plus ce qu'est la littérature, et même pas ce qu'est un écrivain, qu'on assimile les écrivains et les intellectuels. Mais les écrivains et les intellectuels sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Certains écrivains, assez peu nombreux, ont été des intellectuels, et quelques intellectuels encore moins nombreux ont pu être des écrivains, mais vraiment c'est une chose très différente. D'abord, l'histoire est beaucoup plus courte, les intellectuels sont une invention relativement récente, qui date au fond de l'affaire Dreyfus, quand on a voulu un peu élargir la société culturelle, on y a fait entrer les intellectuels qui à l'origine étaient pour la plupart troisième chose des journalistes. Alors là, je suis encore plus mécontent quand on me traite de journaliste. Je ne suis pas journaliste et je ne suis pas intellectuel. Mais surtout, je crois profondément au rapport au sens des écrivains et de la littérature. Je cite toujours à cet égard un livre très beau de Pascal Quignard qui s'appelle « Rhétorique spéculative », qui est consacré à un écrivain romain, aujourd'hui assez peu pratiqué, je crois, qui s'appelait Fronton. Et Fronton a beaucoup soutenu, contre les philosophes et la philosophie, l'apport à la connaissance de ce que c'est que de vivre, des écrivains, en tant qu'il est distinct de celui des philosophes, car je ne suis pas non plus philosophe, évidemment. Et je crois un rapport au sens, en effet, très spécifique. Je me permettrai de donner deux exemples qui sont un peu toujours les mêmes. Ah ben non, le premier n'est pas très bon parce que c'est celui d'un philosophe. Mais par exemple, quand Héraclite dit « le temps est un enfant qui s'amuse, il joue au tric-trac », ce qui est fulgurant là-dedans, ce n'est pas du tout le sens philosophique éventuellement, c'est le style. Et la résistance de cette formule à toute analyse purement sémantique. Le rapport de l'écrivain au sens est un rapport de non-coïncidence. Il faut qu'il ne coïncide pas, que la phrase ne coïncide pas avec ce qu'elle dit, qu'il y ait quelque chose de plus ou de moins, mais que ce ne soit pas exactement ça. Si ça coïncide exactement, ça c'est du journalisme et peut-être de l'intellectualisme. Mais ça doit ne pas coïncider. Alors très immodestement, je donnerai un autre exemple emprunté à mes propres petits travaux, la formule « entre vivre ensemble, il faut choisir ». Formule que beaucoup de gens m'empruntent, mais l'empruntant, ils ne peuvent pas résister au désir de l'améliorer, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas clair, que les gens ne vont pas comprendre. Et en effet, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne comprennent absolument pas ce que peut signifier cette formule. Et par exemple, Éric Zemmour, qui me l'emprunte et s'en sert, dit entre vivre et vivre ensemble, il faut choisir, ou entre vivre et ensemble, il faut choisir. Mais ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, ou plus exactement ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit est entre vivre ensemble, il faut choisir. Alors bon, évidemment, c'est peut-être très imparfait quant au sens, mais si je peux dire de façon qui n'est pas normative ou axiologique que c'est une phrase d'écrivain, en cela qu'elle ne coïncide pas exactement avec ce qu'elle dit. Et c'est en cette non-coïncidence qu'elle appartient à ce rapport au sens qui est celui de la littérature, lequel n'est ni celui de la philosophie, ni celui de l'intellectualisme, et encore moins du journalisme et de ce que Mallarmé appelait évidemment l'universel reportage. Deux ou trois petites choses tout à fait au hasard en relation
avec ce que vient de dire Marc Bonan. D'abord, il y a une formule absolument fulgurante et que je trouve, alors pour le coup, tout à fait littéraire d'un écrivain et que je me permettrai de lui voler, enfin de lui voler tout en citant des références. C'est la hiérarchie comme étant le chemin du sacré. Ça me paraît absolument fulgurant, de beauté d'abord, parce qu'on voit l'échelle de Jacob, et la montée vers le sacré par la hiérarchie. Là, nous sommes tout à fait dans les mêmes sentiments quant à ce qui devient chez moi l'horreur de l'égalité, je dois dire. Je crois que l'égalité détruit tout ce qu'elle touche, sauf éventuellement dans la loi, par un coup d'État de la loi, qui en certaines occurrences est parfaitement légitime, mais partout ailleurs, on peut dire de l'égalité ce que Échille disait d'Hélène de Troie. Elle a détruit la ville, détruit les vaisseaux, détruit les murailles, détruit la cité. L'égalité introduite dans la famille détruit la famille, introduite dans la culture, elle détruit la culture, introduite dans la nation, elle détruit la nation, introduite dans la citoyenneté, elle la détruit également, puisque s'il y a égalité entre les citoyens et les non-citoyens, il n'y a évidemment plus de nation, plus d'État, plus de patrie, plus rien du tout. Si vous le permettez, j'adopte absolument cette formule fulgurante qui me paraît aussi juste que belle, ce qui est assez rare. Du coup, je peux faire état de deux divergences. Une que je n'aurai pas le temps de développer, mais sur les rapports de la morale et de la littérature. Moi, j'ai une position qui est assez différente de la vôtre. Je crois mais je suis très minoritaire et en plus je n'arrive jamais à bien m'expliquer sur ce point. Je crois au contraire la littérature profondément morale et je crois qu'il est essentiel de ne pas évacuer la morale. Peut-être je m'expliquerai mieux si je donne par exemple l'exemple de Proust, qui me semble l'auteur le plus moral de notre littérature parce qu'il est le plus discriminant. Et la morale, c'est la discrimination, c'est-à-dire le jugement perpétuel, le fait que personne ne soit jamais exclu. Chez Proust, les gens les plus bêtes, ont tout d'un coup des formules admirables et témoignent d'une sorte d'intelligence qu'on n'attendait pas d'eux. Les gens les plus méchants, les plus mauvais, ont des actes d'une gentillesse inouïe que les gens gentils n'auraient jamais. Tout se retourne, Madame Verdurin devient princesse de Guermantes, et se retourne encore. Au fond, Proust est l'inventeur de ce que j'appelle avec Barthes la batmologie, le jeu sur les niveaux de sens. Et je crois qu'au contraire, la littérature a pour charge d'être profondément morale, mais évidemment dans une acception tout à fait élargie de la morale. Et il ne s'agit évidemment pas de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, sinon dans des acceptions absolument souveraines de ces termes. Mais je crois que la littérature doit être profondément morale, au quoi je n'exclus personne, même pas les écrivains censés les plus immoraux comme Céline ou je ne sais qui d'autre. Autre divergence, alors là, oui, je ne suivrai absolument pas votre conseil qui me fait horreur, je ne serai absolument pas incinéré. Moi, j'ai trop aimé les corps pour souhaiter l'incinération, les corps, les signes, tout ce qui est signe, les lieux, la localisation. Je pense que toute pensée doit avoir son lieu. Je n'aime pas les pensées sans lieu, sans inscription dans l'espace, dans la terre. Je ne fais pas allusion là, je n'ai pas une passion particulière pour les écrivains régionalistes, ce n'est pas à ça que je pense, mais j'aime que la pensée ait son lieu. C'est un excès d'intelligence que de n'avoir pas de lieu. J'aime le d'où ça parle, justement. Ah oui, d'ailleurs, ça serait... Mais je ne veux pas prendre la parole très longtemps. Alors là, on revient sur un point tout à fait commun, entre vous et moi, si j'ose dire, c'est l'intérêt pour
l'origine de la pensée. La pensée est sans intérêt si on la réduit à ce qu'elle est. Ce qui est intéressant est de savoir comment on est arrivé à cela. Et la pensée a une généalogie, une lignée, une histoire qui est sans doute plus intéressante que la pensée elle-même. Et comme le dit la batmologie, il y a souvent beaucoup plus de proximité entre un oui et un non qu'entre deux oui, selon le chemin qui y a mené. Je donne toujours les mêmes exemples un peu caricaturaux, mais par exemple quand j'étais à Rome, à la Villa Médicis, il y avait une vieille princesse romaine qui jouissait de toutes les faveurs du régime parce qu'elle avait toujours témoigné un farouche antifascisme. Elle était une ennemie de Mussolini de la première heure, ce qui lui valait, elle avait refusé de le recevoir, elle avait refusé toutes les invitations, et on lui savait officiellement un gré infini. Et quand on se penchait un peu sur la chose, on découvrait que cette princesse, en effet, avait toujours été extrêmement antifasciste et surtout anti-mussolinienne pour deux raisons principales. D'abord parce que Mussolini avait été socialiste et qu'elle détestait le socialisme et qu'elle en avait horreur et qu'elle ne pardonnerait jamais un socialisme. Et deuxièmement parce qu'elle le trouvait socialement extrêmement vulgaire et qu'on n'avait pas fréquenté cet horrible bonhomme. Vous voyez dans quoi on n'y voyait que du feu. Tout ce qu'on retenait, c'est qu'elle était antifasciste. Elle n'aurait probablement pas du tout été antifasciste. C'était D'Annunzio ou quelqu'un comme ça qui avait pris la tête du mouvement. Mais ça lui valait toutes sortes d'honneurs. Donc ce qui est intéressant dans la pensée, c'est le chemin qui y mène, beaucoup plus que la pensée ou ce degré dégradé de la pensée qui est l'opinion. Deux mots de réponse et ensuite on viendra à l'objet tout de même de cette conférence, qui est de faire votre procès. Et je vous rappelle que l'on m'a dit de venir et pour vous malmener et pas pour constater nos accords, donc je vais feindre des désaccords uniquement pour vous faire du mal, vous nuire. Mais avant ça, je voulais simplement vous rappeler, parce qu'on est en train de dire « qui parle en moi ?» Et cette phrase de Valérie, qui parle en moi, cette phrase qui me connaît et m'adultère, qui connaît mon corps et m'adultère. Cette idée que quelqu'un parle en nous. Alors, nous pensons être le locuteur, mais quelqu'un parle en nous. Alors, d'où vient-il? Et qui est-il? Quelle forme prend-il? Alors que je ne suis jamais que sa forme de langage. Quant à Pascal Quignard, qui est un homme tout à fait merveilleux d'intelligence, il a effectivement écrit sur la rhétorique, et vous disiez qu'il a écrit un livre sur Fraton, mais aussi sur Albucius, et Albucius qui était un contemporain de Sénèque l'Ancien, qui a eu cette phrase que je trouve tout à fait merveilleuse, dans le baiser, c'est la parole que l'on baise. Et cette idée que dans le baiser, alors je ne néglige pas les plaisirs adventistes, mais que le baiser, c'est ce par quoi on baise la parole, source de toute chose, et source aussi de nos émotions charnelles, enfin, mais ça, c'est un autre discours. Mais je ne conçois pas l'étreinte sans parole, principalement la parole de la femme, et qui nous adjure d'abord, qui s'extasie pendant et qui nous remercie après. Oui, voilà mon expérience personnelle. Bon, alors maintenant qu'on a parlé d'Albucius, qu'on a parlé de Fraton et de la parole de la femme, le procès, Renaud, que je dois vous faire. D'abord, on a dit de vous que vous étiez antisémite. Et je me demande même si vous n'avez pas été poursuivi. Non. Alors on a dit de vous que vous étiez antisémite, et je crois qu'on l'a dit à l'occasion d'une remarque que vous aviez faite à propos d'une chaîne de radio,
où vous estimiez que les Juifs étaient trop nombreux à prendre la parole et qu'en conséquence de quoi la parole procédait d'une sensibilité et d'une représentation du monde particulière et que donc elle manquait de diversité. Et si je me souviens bien, lorsque vous avez dit quelque chose de semblable, celui qui a pris votre défense, étonnamment, c'est Finkielkraut. Alors racontez-nous pourquoi vous n'êtes pas antisémite, pourquoi a-t-on pensé que vous l'étiez, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme et non pas la judéophobie, pourquoi ne devons-nous pas être antisémites désormais et résorber nos haines aux musulmans? Nos haines aux musulmans? Oui. J'ai aucune haine pour les musulmans. Non mais je vais vous y conduire, mais commençons. Déjà, vous aviez plutôt critiqué peut-être le nombre trop important de personnes de confession juive dans une émission qui n'était pas du tout dédiée à cela. C'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que... Donc que ce soit clair, ma première accusation, vous êtes un antisémite. Bien. Alors, je veux dire, je suis tellement fatigué de m'en défendre que j'ai presque envie de dire c'est comme de raciste. En tout cas, maintenant, j'assume tout à fait raciste. Et ce que je peux expliquer. Bon, vous et l'autre êtes d'accord sur ce terme de racisme? Antisémitisme, non, ça me paraît idiot. Non seulement je ne suis pas antisémite, mais même par bien des côtés, je suis passionnément prosémite. D'abord, je suis passionnément sioniste, et pas seulement à 20 km de Sion, mais je suis ardemment sioniste. Je crois que Israël appartient profondément aux Juifs et au peuple juif, et que c'est même la valeur étalon de ce que j'appelle l'appartenance. Si Jérusalem n'est pas à Israël, et si Israël n'est pas aux Juifs, il n'y a plus aucune raison au monde pour que Paris soit aux Français, ou Berne aux Suisses, ou que l'appartenance ait la moindre signification. Je crois que c'est l'appartenance de Jérusalem à Israël qui fonde l'appartenance partout dans le monde, ce qui fait déjà de moi... ferait déjà de moi un antisémite, quand même, très relatif. Non, alors, pour revenir à l'histoire, je voulais, comme je crois profondément que la mission sociale de l'écrivain est d'aller dans les angles morts du discours et de pouvoir tout dire. Et en plus, c'était plutôt comique dans mon esprit, mais je n'imaginais pas que ça allait faire une telle histoire, et ça en effet fait une histoire colossale, une des chasses à l'homme les plus marquées de son temps. Il se trouvait qu'il y avait une émission de France Culture qui s'appelait le Panorama de France Culture, ce qui, par excellence, était extrêmement large. Or, il se trouvait, pardon, je vais retomber dans les mêmes travers, que 6 sur 7 des journalistes qui y participaient étaient juifs. Alors d'abord, on m'a dit, chose que je trouve absolument absurde, il fait des listes. Alors quand on dit on fait des listes, maintenant, c'est criminel. Mais c'est une absurdité totale. Enfin, on peut dire que certaines listes sont criminelles, et certes, certaines l'ont été, mais faire des listes en soi n'a strictement rien de criminel. C'est l'usage qu'on en fait qui peut l'être éventuellement. Mais enfin, si on fait la liste, par exemple, des artistes juifs du XXe siècle pour laquelle j'ai une vénération sans nom et sur laquelle je souhaiterais faire une exposition comme étant ce qu'il y a le plus beau dans l'art du XXe siècle, il faudrait bien faire la liste des auteurs invités. En quoi cela, enfin, le concept de faire des listes comme étant fautif me semble absurde. D'autre part, ce n'était pas le fait que les journalistes fussent juifs, mais c'était, et ça me semblait plutôt comique, que par le fait que la pensée et les objets de curiosité ont une histoire, une origine, cette émission
portait alors un jour sur la littérature juive new-yorkaise, et puis ça se terminait par mais demain nous aborderons un sujet tout à fait différent, les auteurs yiddish. Enfin, 3 fois sur 4, le sujet était la littérature juive, la politique juive, la philosophie juive, dont il se trouve que ça m'intéresse profondément. Je suis passionné par la Kabbale, c'était des choses que je trouvais très intéressantes. Mais je pensais qu'on pouvait dire, malgré tout, que c'était un peu exagéré, abusif, et dans mon esprit surtout un peu comique, que cette émission qui s'appelait Le Panorama fut à ce point communautaire, comme on commençait à dire à l'époque. Et en effet, que n'avais-je pas dit, puisque ça a déclenché un scandale colossal. Et ce qui me... Ah oui, mais il y a des choses qui m'ont libéré totalement du... Alors, certainement vous le savez, parce que vous avez un rapport étroit avec des coupables, y compris avec des coupables innocents, des gens qu'on accuse. Et quand on est accusé avec beaucoup d'insistance, ça finit par entrer en vous. On se pose des questions, mais est-ce que vraiment je ne serais pas antisémite, puisque tout le monde a l'air de le trouver. Je commençais à me poser des questions. Et je sais très bien, c'est rare, mais je sais très bien le moment qui m'a totalement libéré. Et c'est une phrase de Bernard-Henri Lévy, qui, emporté par son élan et voulant me perdre tout à fait, a dit « Il est désespéré parce que Bergson, Marc Bloch et Proust sont juifs, ou sont des écrivains, ou sont des écrivains français, ou appartiennent à la France. » Or, il se trouve que Bergson, Marc Bloch et Proust sont l'objet tous les trois, de ma part, d'une admiration éperdue. Je n'étais pas du tout désespéré, mais j'étais absolument enchanté qu'ils fussent juifs et qu'ils apportent leur style, leur mode de pensée à la littérature, à la philosophie et à l'histoire française. Donc la phrase de Bernard-Henri Lévy était tellement absurde, tellement méchante pour être méchante, tellement destructrice pour être destructrice, que ça m'a totalement libéré. Je me suis dit, mais bon, ces gens disent absolument n'importe quoi. Le reproche qui m'est fait est absolument sans fondement. Ils ne savent rien de moi, ce qui est en général le cas. Je crois que je suis vraiment un des auteurs les moins lus des lettres françaises. Oui. Si. Alors, comme maintenant j'édite mes livres et je sais combien on en vend, je peux vous dire que je ne suis absolument pas lu. Oh, mais la postérité s'en chargera. Ah, peut-être, Mais moi, j'aimerais quand même intervenir. Vous disiez déjà dans un débat racisme et culture, a-t-on le droit d'être antisémite? A-t-on le droit d'être raciste? Je crois que vous avez les deux la même définition du mot racisme, qui n'est pas... On viendra au racisme. Et a-t-on le droit d'être antisémite? Si avoir le droit, c'est de savoir ce que la loi sanctionne, alors on n'a pas le droit, puisque la loi le sanctionne. Avoir le droit intellectuellement d'être antisémite, je comprendrais parfaitement qu'on le fût, parce qu'on peut imaginer que ce peuple supérieur est une offense. C'est le peuple élu par Dieu, si on croit à son hypothèse. Et voilà que c'est un peuple qui s'est hissé à la hauteur de cette élection. Je comprends que ce soit un peuple qui humilie par sa hauteur et par sa supériorité. Il y a deux formes d'antisémitisme, selon vous. Celui du bas et celui plutôt du haut, de l'admiration. Oui. C'est un de mes amis très chers, Michel Alperin, et qui était juif bien sûr, et qui m'entendait souvent exalter les juifs, et me disait « Marc, fais attention, parce qu'il y a deux antisémitismes. Celui qui les exalte et celui qui les rabaisse. Parce que celui qui les exalte les sort encore de la condition humaine particulière. Et dès que l'on sort quelqu'un de la condition humaine, dès qu'on le déshumanise,
alors il y a la place pour toute la haine. Au bout de ça, il semblait considérer que l'admiration, qui est une élection, est aussi ce par quoi l'élu ou l'admiré devient victime. Alors maintenant, gardez à l'esprit, Renaud, que je suis le procureur et le juge. Donc sur ce premier chef d'accusation d'antisémitisme, personnellement, je vous acquitte. Ça vous fait plaisir. Bon. Alors maintenant, deuxième accusation. Vous êtes homosexuel. Là, je suis obligé de plaider coupable. Oui, mais attendez. D'abord, est-ce que l'homosexualité est un choix ou est-ce qu'elle est une nature? Devient-on homosexuel ou l'est-on à l'origine? Je vous pose cette question parce que vous savez qu'il y a désormais beaucoup de débats, notamment en France, sur le sexe qui ne serait plus une origine ou une physiologie, mais qui serait un choix culturel. Alors ma question à vous, Renaud, êtes-vous un homosexuel de choix ou de nature? De nature. D'accord. Sans hésitation. Et vous n'avez jamais dérogé? Oh, si. Et que trouvez-vous d'insuffisant à la femme que l'homme offre? Oh, ben, je ne trouve rien d'insuffisant en soi. C'est comme il y a les peintres, les musiciens qu'on aime moins, ce n'est pas une raison de les juger inférieurs. Par exemple, il y a des compositeurs pour lesquels j'ai la plus grande admiration et que je n'ai pas envie d'écouter tous les jours. Non, c'est la même chose, c'est pas du tout aucune généralisation sur ce point. Mais je rebondis juste sur ce dont vous parliez. Vous faites clairement référence au LGBT. Renaud Camus en parle beaucoup dans son œuvre, c'est la MHI, qui est la matière humaine indifférenciée, c'est-à-dire abolition des races, et aussi maintenant, prochainement, c'est en cours, d'abolition des sexes. Oui. Donc, qu'est-ce que la MHI, comment opère-t-elle? Mais quel rapport avec le sujet? Oui, parce qu'on était à l'abolition des sexes. Mais finissons, si vous le voulez, d'abord sur votre homosexualité, dont vous nous dites que c'est un choix, et que, non, c'est pas du tout un choix. Oui, donc que c'est une condition première. Les premières années, je m'en serais bien passé, je veux mieux vous dire. Bon, disons, c'est une situation native. Oui. Bon, et que vous y avez dérogé, vous avez trouvé que les femmes étaient dans l'ensemble plutôt décevantes, et ce quoi je pourrais souscrire. Et alors, au bout de ça, je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous êtes misogyne? Écoutez, non, je ne croyais ne pas l'être du tout. Dans les derniers mois, les dernières semaines, je me demande si je ne commence pas à trouver un certain nombre de femmes un peu agaçantes. Mais c'est tout à fait récent. Mais misogyne, non, pas du tout, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Mais dernièrement, je dois dire, je suis un peu effrayé. Vous êtes réservé à l'égard des néo-féministes? Par exemple, oui. Les archéo-féministes, ça vous va? Ah, ben tout ce qui est archéo vous va. dispose dans mon esprit d'un préjugé favorable. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une féministe est une femme dégradée? Non, je ne dirais pas ça. Non, je comprends très bien que les femmes soient féministes. Non, je ne leur reproche pas d'être féministes. Mais Renaud, elles étaient au ciel. Elles ont voulu venir sur terre. Elles étaient dans notre imaginaire. Dans notre imaginaire, elles étaient infinies. Elles sont dans le réel, donc confinées. Elles étaient saintes, ou mères, ou aux enfers, putain aux sorcières. Qu'est-ce qu'elles font sur terre? Quel vaste ennui qu'elles ne soient plus que ce qu'elles sont. Vous comprenez, Renaud? La femme, il faut l'aimer lorsqu'elle n'est pas. Lorsqu'elle est le fait de notre imaginaire. Pas lorsqu'elle s'incarne. Quand elle s'incarne, c'est très décevant. Parce que la nature est infiniment moins riche que l'imagination de l'homme.
La femme incarnée n'est jamais que cela. La femme imaginée, c'est l'infini. Mais nous pouvons ne pas être d'accord sur le deuxième chef d'accusation. Vous êtes homosexuel. C'est un des nombreux sujets sur lesquels je ne misogyne. prétends pas être un expert. Quoi ? C'est un des nombreux sujets sur lesquels D'accord. je ne me pose pas en expert. Deuxième sujet d'accusation. Vous êtes homosexuel. Vous êtes heureux de l'être. Vous considérez que d'être éraste ou éromène, c'est encore faire de la littérature, et par référence à Platon, et vous n'êtes pas misogyne, et vous n'aimez pas les néo-féministes, et vous souscrivez à l'idée que une femme était belle lorsque nous pouvions la penser, qu'elle l'est moins depuis qu'elle s'est incarnée. Donc je vous acquitte aussi de ça. Maintenant, de quoi vais-je vous accuser ? Vous êtes raciste. Oui. Bon. Et alors, essayons de définir. Est-ce que être raciste, c'est d'abord croire que les races existent Essentiellement. et les hiérarchiser, ou croire qu'elles existent sans les hiérarchiser ? Bon, je ne tiens pas à les hiérarchiser, ça c'est étranger à ma réflexion. Cela dit, je pense que je ne crois à l'égalité de rien, sauf, comme je l'ai dit, éventuellement, soit par hasard, soit par un coup d'État de la loi. Mais comme j'ai des races, une conception extrêmement floue, qui échappe à toute définition, je pense qu'à de certains moments, certaines races apportent à l'humanité. Oui ou non ? Et ça, c'est le deuxième sujet. C'est si on hiérarchise les races, alors on les hiérarchise en fonction de ce qu'on croit qu'elles apportent à l'humanité. Est-ce que la race blanche qui a apporté Giotto, ou la race noire qui a apporté les masques Dogon, est-ce que c'est le même apport culturel à l'humanité ? Mais mon problème, enfin, mon sujet était antérieur. Les races existent. Alors, comme vous savez tous, on a beaucoup théorisé sur l'existence des races, et notamment Le Bon, Vacher-Lapouge, Gobineau. Mais ça, c'était au 19e. Puis est venu un jour où, par crainte que l'existence des races conduise à une hiérarchisation des races, et donc au rejet de certaines, on a postulé que les races n'existaient pas. Mais, singularité, le racisme existe toujours. C'est-à-dire qu'on peut avoir la haine ou le rejet de ce qui n'est pas. Donc le racisme est une fiction de l'intelligence. Et néanmoins, il peut être poursuivi devant les tribunaux. Ce qui est très intriguant conceptuellement. Alors retenons que les races existent et qu'un Inuit ne ressemble pas à un Bantou. Alors est-ce que nous allons vers la substitution des races ? Est-ce que dans le grand remplacement que vous évoquez, qu'il m'arrive parfois d'évoquer, c'est notre futur ? Et là on arrive peut-être au thème principal, enfin un des thèmes principaux de vos livres, la grande substitution, le grand remplacement, le grand déclassement. C'est cette idée que nous étions d'origine helléno-romaine et judéo-chrétienne. Helléno-romaine pour l'orgueil, qui doit être conçu comme une exigence, judéo-chrétienne pour l'humilité, qui doit être conçue comme l'exercice du cœur et la bienveillance. Or voilà que demain ou après-demain, nous ne serons plus ni l'un ni l'autre. Est venu le temps de la substitution des races, le temps heureux ou malheureux du métissage, appelé de leur vœu par beaucoup, quelques résistants minoritaires et honnis, ceux qui pensent que l'émigré est une richesse,
ceux qui pensent que l'émigré est une souillure de notre or natif, ceux qui pensent que nous devrions rester blancs, et ceux qui pensent que nous serons tous demain jaunes, et avant, nous serons tous demain musulmans. Alors voyez-vous, quand vous dites cela, si c'est ce que vous dites, et que vous ne vous en réjouissez pas, vous devenez la cible de toutes les haines. Et avant de vous entendre sur ce sujet, j'aimerais sur la haine vous demander quelque chose encore. Vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale. Ce qui est intéressant parce que, qu'est-ce que c'est que la haine? Est-ce que c'est le contraire de l'amour? C'est une dépendance comme l'amour? Est-ce que la haine que j'exprime me rassemble parce que l'amour que je dis me dilue? Est-ce qu'il faut haïr pour être soi? Est-ce qu'il faut haïr l'autre pour être totalement soi? Est-ce que la haine est une nécessité psychologique? Et comment peut-on condamner quelqu'un à l'incitation à cette nécessité psychologique? Alors, sur mon troisième thème d'accusation, mon ami, êtes-vous raciste? Craignez-vous que nous cessions d'être blancs? Comment désignez-vous l'ennemi? Est-ce qu'il est asiate ou il n'est qu'africain? Et pour quand notre mort est annoncée? Bien, alors là, il y a tellement de sujets que du coup, je ne sais plus très bien par où commencer. Prenons la haine, puisque vous l'avez évoqué en dernier. Il me semble qu'il y a 3 sentiments très répandus, très connus, bien repérés, qui me sont, ces fâcheux, totalement étrangers. Enfin, le premier, pas totalement, mais tout de même de façon assez sensible. Enfin, les 3 seraient le désir des femmes, l'ennui. Je ne sais pas ce que c'est que l'ennui, ce qui est très embêtant, parce que l'ennui tient dans la littérature, par exemple, une place absolument gigantesque. Et pour moi, qui ne sais pas ce que c'est que l'ennui, c'est incompréhensible. Par exemple, un écrivain pour lequel j'ai une admiration passionnée comme Chateaubriand ne cesse de parler de l'ennui, disant que l'ennui a été la malédiction de sa vie. Et moi, de ma vie, je ne me suis pas ennuyé. Donc, je ne sais pas ce que c'est que l'ennui, ce que je prends pour un manque très grave. Sauf, à la rigueur, l'ennui dans le manque de liberté, c'est-à-dire quand on est prisonnier dans une conférence très ennuyeuse, où les conférenciers vous embêtent et on n'ose pas tout à fait partir, ou il y a dans un déjeuner ou un dîner, où on ne va pas... Alors là, il y a un ennui, oui, mais le véritable ennui, l'ennui qui consisterait à ne pas savoir que faire de son temps, je ne le connais pas. Et le troisième est la haine. Il me semble que je ne hais pas. Je comprends. Je ne veux même pas de mal à mes ennemis. On me dit, mais il a dit sur vous des choses catastrophiques. J'espère qu'il l'a bien, son concert. Eh bien, non, moi je ne souhaite pas qu'il l'ait, son cancer. Il me semble que je n'ai pas de haine et je ne souhaite pas qu'il arrive des catastrophes à des adversaires politiques ou à des gens dont je préférerais qu'ils fussent ailleurs. Non, la haine m'est totalement étrangère, croyais-je. D'où, évidemment, mon mécontentement et mon sens de la justice pour être condamné par incitation à la haine, parce qu'il me semble que dans mes écrits, il n'y a pas la moindre incitation à la haine. D'ailleurs, l'incitation à la haine qui a été déclarée est sur un malentendu patent et qui vient d'une méconnaissance de la langue française de la part des juges, ce qui est aussi un problème qui va, me semble-t-il, devenir de plus en plus agissant. Par exemple, j'ai été condamné pour incitation à la haine pour avoir dit que tous les musulmans étaient des voyous.
Or, je n'ai évidemment jamais dit, jamais écrit et jamais pensé une seule seconde que tous les musulmans étaient des voyous. J'ai dit que les voyous, au sein des musulmans, étaient le bras armé de la conquête. Parce qu'on me dit, comme je parle, et de plus en plus, de colonisation, au sujet de ce qui arrive à l'Europe occidentale et à la France en particulier, on me dit, mais non, il n'y a pas de colonisation. Pour colonisation, il faut des troupes, il faut une armée d'occupation, il faut des forces militaires qui soutiennent la colonisation. Là, il n'y a rien de tout ça. Et j'ai dit dans une conférence dont le titre n'était pas particulièrement racoleur il y a 12 ans, la nocence, c'est-à-dire le fait de nuire, est l'instrument du grand remplacement. À une époque où grand remplacement non plus n'était pas très familier dans les esprits, donc le titre était totalement incompréhensible. Mais, parce que personne ne savait ce que c'était la nocence et même ne comprenait ce dont il s'agit. Mais je crois... Pardonnez-moi Roland, et c'est peut-être le moment de dire que vous avez créé un parti qui s'appelle Innocence. Oui, on pourrait y revenir plus tard, mais ne m'embrouillez pas parce que déjà le fil est assez riche et compliqué et je voudrais essayer de ne pas me perdre. Je n'ai pas la solidité d'esprit qui vous distingue. Un rien m'égare. Donc je crois tout simplement que le terme incitation à la haine est ce qu'a trouvé ce que j'appelle désormais le bloc génocidaire, c'est-à-dire tout ce qui tend au génocide par substitution des peuples européens pour exclure définitivement ceux qui formulent quelques objections au grand remplacement ou génocide par substitution. Donc c'est une formule toute faite qu'ils utilisent contre eux et qui est très efficace, mais qui n'a absolument aucune espèce de réalité sensible. En tout cas, dans mon cas, je pourrais défier qui que ce soit de trouver la moindre haine ou incitation à la haine dans mes écrits et même dans mes pensées. Deuxièmement, oui, alors venons-en à la question de la race. Je crois très profondément que plus une chose est, au sens absolu du terme, EST, moins sa définition lui correspond. Ici, il faut que je fasse un détour dans le détour et qui est revenir au fondement de ma petite réflexion, qui est ce livre qui s'appelle Du sens, qui est une relecture du dialogue de Platon, le Cratyle, et l'opposition que je crois absolument fondamentale, et aujourd'hui plus que jamais, entre Cratyle et Hermogène. Hermogène est celui qui pense que les noms sont ce qu'on décide qu'ils sont, correspondent à leur définition. On définit et c'est la chose. Cratyle pense au contraire que les noms sont, sinon tout à fait soumis à leur origine, du moins soumis à leurs éléas à travers l'histoire, au temps, qu'ils sont la marque du temps. L'exemple le plus simple est évidemment aujourd'hui le mot français ou peut-être le mot suisse. Pour Hermogène, et Hermogène triomphe, d'ailleurs Hermogène gagne toujours. La seule objection est que Cratyle ne perd jamais. Hermogène gagne toujours et il n'a jamais autant gagné qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous savez, ce que les gens disent souvent, est français celui qui a des papiers français. Ça, c'est la position hermogénienne, c'est-à-dire ce dont il a été convenu par la loi, par l'administration, par un coup de tampon, que les gens étaient français. Et ceci, évidemment, pour Hermogène, est valable pour tous les mots qui sont. Et Cratyle nous dit non, est français ce qui appartient à la tradition française, et alors on va y revenir, à la race française même, dirais-je. Dans mon esprit, la race pouvant admettre d'ailleurs des nouveaux venus, éventuellement. Donc j'en arrive au mot race, qui est un des mots à la fois les plus profondément inscrits dans la langue française, dans la littérature et dans la poésie,
le mot race est un des plus beaux mots d'abord de la langue française et un des plus présents dans notre littérature, chez Malherbe, nous direz-vous, race future, chez Racine, porte le Trézène, et parmi les tombeaux des princes de ma race, illustre sépulture, il est un lieu désert, formidable au parjure. Les tombeaux, vous voyez, on revient aux tombeaux et à la nécessité des tombeaux. Et la race est presque un non-concept, tellement c'était flou. Personne n'a songé à définir la race. On peut donner un autre exemple. Lors d'un débat sous l'égide d'Alain Finkielkraut avec, non pas mon ennemi, mais mon adversaire le plus constant, qui est le sociologue Hervé Lebras, à la 59e minute de cette émission d'1 heure, Hervé Lebras me dit « Mais qu'est-ce que c'est un peuple pour vous ?» Là, évidemment, impossibilité totale de répondre en 30 secondes, en 60 secondes sur ce que c'est qu'un peuple. Parce que plus les choses sont, moins il est facile de les définir, parce qu'elles sont 1000 choses à la fois. Or, la race était une chose incroyablement complexe. D'ailleurs, le seul fait de parler d'une race française prouve qu'on n'est pas raciste au sens biologique du terme, parce que ça n'a aucun fondement scientifique ou biologique, encore qu'il semble qu'on découvre qu'il y en s'en est quand même un petit peu. Mais je veux bien que c'en ait un petit peu, mais qui n'est pas du tout fondamental dans mon esprit. Et il est arrivé à la race une catastrophe au milieu du XIXe siècle, c'est son vol, pourrait-on dire, par les dits racistes, les racistes biologiques, scientifiques. Moi, je n'ai aucune connaissance scientifique, je ne m'intéresse pas très peu à ça, je ne m'intéresse pas du tout au racisme biologique et à ces choses-là. Mais je pense que la race est un mot littéraire qui doit rester. Et vous avez fait allusion à ce moment que je crois en effet décisif, qui se situe vers le milieu des années 70, où a été proclamé ce qui me semble capital en effet, ce que j'appelle le dogme de l'inexistence des races, qui est une absurdité totale et qui est doublement une absurdité, puisqu'il est proclamé évidemment par la pensée antiraciste triomphante. Or, il ne peut avoir de sens et de portée qu'à la condition de prendre le mot race dans le sens des racistes, des pires racistes, des racistes biologiques et scientifiques. Sans ça, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les explications qui sont très peu convaincantes et auxquelles personne ne comprend rien et que personne n'est capable d'expliquer sont purement scientifiques et biologiques. Mais moi, je n'ai jamais pris le mot race dans le sens biologique. Race emploie le mot race comme on l'a toujours fait dans la langue française, y compris les plus hautes autorités de l'État, y compris Léon Blum qui parlait qui couramment, j'ai beaucoup pratiqué parce que j'ai beaucoup de curiosité et d'intérêt pour Léon Blum, au point d'être allé tout récemment le lieu de sa résidence à Buchenwald, dans la maison où il habitait, et dans les lettres de Léon Blum, il parle à tout moment de la race juive. Or, au moment de l'affaire Camus, à laquelle vous avez fait allusion, ce qu'on me reprochait surtout était d'avoir parlé de la race juive, parce qu'il n'y avait pas de race juive, que c'était un concept raciste pour le coup. Or, les Juifs ont toujours parlé de la race juive, et les Français de la race française, y compris le général de Gaulle à maintes reprises, et même encore Georges Pompidou, qui parle des qualités et des défauts de notre race en 1974 sans faire lever le moindre sourcil. Et il parle, dans ce qui tient lieu de biographie, il parle de ses parents comme étant de bonne race française, travailleuse et attachée à la terre. Texte. La Ve République, ce régime bizarre dont les fondateurs, s'ils reparaissaient, seraient immédiatement traduits devant la 17e chambre. C'est une particularité assez spéciale pour quelque régime que ce soit. Donc, je crois en effet que la proclamation du dogme de l'inexistence des races a été la condition indispensable et nécessaire au crime antiraciste, c'est-à-dire au génocide par substitution, et à la disparition des races.
à la fusion de l'humanité. Alors là, nous en arrivons à la MHI, d'où devaient disparaître d'abord les races et maintenant les sexes, d'où doit disparaître toute distinction. Je crois aussi très profondément que rien n'est plus significatif que le renversement total du mot discrimination, qui pendant des siècles a représenté la qualité non seulement intellectuelle mais morale la plus élevée, celle à laquelle je faisais allusion au sujet de Proust tout à l'heure, comme étant l'écrivain qui témoigne le plus de discrimination, en ce sens qu'il distingue et distingue encore, et admet les cas particuliers. Il n'y a presque que des cas particuliers, comme dans un bon orchestre, il n'y aurait que des solistes. Le mot discrimination s'est retourné, ce qui suppose tout de même une ignorance culturelle absolument invraisemblable. La discrimination est devenue le crime par excellence. Or, c'est très nécessaire, évidemment, à ce que j'appelle, d'une part, la davocratie, j'espère ne choquer personne en Suisse, puisque Davos est incriminé, puisque Davos est supposé comme étant le lieu, non pas du gouvernement du monde, mais de sa gestion, car il ne s'agit plus de politique, mais de pure gestion, management du parc humain. Et la condition nécessaire, évidemment, de la gestion davocratique du parc humain est le vœu de ce que je nomme les industries de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui considère l'homme comme un produit, non seulement comme un producteur et comme un consommateur, mais tout simplement comme un produit, c'est qu'il soit évidemment universellement échangeable. Pour qu'il soit universellement échangeable, il faut qu'il soit, comme le dit génialement un auteur à l'égard duquel j'ai une dette très profonde, qui est Zygmunt Bauman, qui a inventé le concept de liquéfaction, de société liquide. Et nous sommes en effet dans une société liquide où toutes les structures discriminantes disparaissent. À commencer évidemment par les structures discriminantes au sein de la langue, c'est-à-dire la syntaxe, la grammaire, le genre, et toutes les structures des sociétés, la famille, la nation, la culture, les hiérarchies, la distinction entre haute et basse culture, et tout ça. Il faut aux industries de l'homme, pour la liquéfaction de l'espèce, et le mot lui-même est très inquiétant parce qu'on peut penser que liquéfaction prélude à la liquidation. Il faut une espèce humaine totalement indifférenciée, ce que j'appelle la MHI, la matière humaine indifférenciée, interchangeable à merci, liquéfiée, liquidée, et où il n'y ait aucune distinction d'aucune sorte, ni entre les races, ni entre les classes que j'ai oubliées. Et ça, c'est l'effondrement culturel sous prétexte de lutte contre les inégalités sociales. On a en fait détruit et la culture, et l'école, et l'héritage. Et maintenant, entre les sexes, puisque toute prétention à l'appartenance à un sexe donné est aussitôt fustigée, et ce qui est mis en avant éternellement et de façon absolument obsessionnelle, enfin, je ne sais pas ce qu'il y en a en Suisse, mais en France, ça devient une émission sur deux, et consacrée aux transsexuels, aux transfuges de sexe. Le mot fondamental, d'ailleurs, est trans aujourd'hui, transclasse, transsexe, transrace, c'est peut-être un peu plus difficile, mais enfin, toujours est-il que l'exigence souveraine antiraciste est la matière humaine indifférenciée. C'est la raison pour laquelle j'ai repris à Aimé Césaire, puisqu'on trouvait que Grand Remplacement était très agressif, il n'était pas conscient que ce le fut, le concept, pour prendre une expression plus douce, de génocide par substitution, lequel est cette fois un génocide non pas raciste, mais antiraciste. Sur les mots
dont le sens change, et notamment le mot discrimination. Il fut un temps où, compte tenu de son étymologie, discriminer voulait dire choisir. Aujourd'hui, c'est réputé rejeté. Il y en va aussi du mot tolérance. Il fut un temps où le mot tolérance signifiait accepter ce qu'on ne pouvait pas combattre. Aujourd'hui, tolérance veut dire accueillir l'ennemi. Le mot identité. Il fut un temps où l'identité, c'est ce par quoi un être se définit. Aujourd'hui, c'est ce par quoi un être faussement est, et ce qu'il doit effacer pour accueillir l'autre. Il n'y a d'identité que chez l'autre. L'autre, avec un grand A, est notre identité. Et on le dit même des civilisations. Un de vos intellectuels communistes, mais néanmoins un homme intelligent, ce contraste est possible, et qui est Badiou, disait l'identité de la France, c'est son aptitude à accueillir les autres identités. Au fond, le fin du fin de l'identité, c'est l'effacement de l'identité. Et ce que Badiou disait d'un pays, j'ai le sentiment que beaucoup le souhaitent s'agissant de l'être. Le fin du fin, l'achèvement, l'accomplissement de ce que nous sommes, c'est de cesser d'être ce que nous sommes pour devenir l'autre. Notre dissemblable, mais néanmoins notre frère. Juste un dernier point. Comment expliquez-vous alors que l'islam ne s'effacerait pas justement dans cette bouillie humaine, et pourquoi elle survivrait et pas nous? Ah mais je vais vous dire, parce que l'islam a le bonheur d'avoir des islamistes, et nous n'avons plus d'intégristes. Et c'est-à-dire que l'islam, dont je vous rappelle qu'il signifie soumission et obéissance, et l'islam a des croyants qui ne doutent pas que la parole de Dieu est contraignante. Nous, à la parole de Dieu, nous avons préféré les droits de l'homme. Mais ne seront-ils pas aspirés par la les droits de décadence l'homme contre la parole de Dieu? Et je veux dire, la raison pour laquelle l'islam va nous conquérir, à supposer qu'il ne nous ait pas déjà conquis, c'est tout simplement parce qu'il a des croyants. Nous avons des sceptiques, nous avons des agnostiques, nous avons des voltairiens, gloire à Voltaire. Mais si on regarde maintenant l'affrontement des religions entre celui qui ne doute pas de la parole de Dieu et qui croit que sa dignité est l'obéissance à la parole de Dieu, celui qui pense que Dieu est une hypothèse féconde ou malheureuse, mais qu'il n'est jamais qu'une hypothèse ou une représentation, ou un art de la consolation, entre deux, le combat est déjà gagné. Il y avait un débat très intéressant entre Onfray et Buisson, récemment, et Onfray, justement, postule le contraire. Il dit, regardez Dubaï, regardez tous les pays arabes du Proche et Moyen-Orient, ils ne sont que notre copie de décadence. Donc au final, ils sont aspirés aussi par ce que Renaud Camus appelle la démocratie, c'est-à-dire que tout s'articule autour de l'argent, de la dépense, on consomme, les magasins, il n'y a plus du tout cette verticalité. Eux ont même tendance aussi à ne plus croire. Mais quel est le rapport avec ce que je disais sur l'intégrisme qui est obéissance et notre scepticisme qui est en fait l'accueil de l'autre et donc notre perte? Parce que je pense justement que l'islam peut-être va dominer un jour ici, mais c'est pas ce qui va dominer. Pour moi, c'est plutôt la démocratie, c'est-à-dire tout qui s'articule autour du commerce, de l'achat, de la dépense. Je pense qu'ils vont aussi céder à notre décadence. Je pense, enfin, je n'en sais naturellement rien, mais si j'avais le bonheur d'être musulman, je serais intégriste. Parce que Dieu vomit les tièdes, même le Dieu des chrétiens. Et quand on parle d'islam modéré, on insulte l'islam. Comment peut-on mettre de la modération dans la foi? La foi est un absolu. Il n'y a pas d'absolu modéré. Il n'y a pas de tépidarium dans la foi. Donc,
je me réjouis. Non, je ne me réjouis pas. Et de temps en temps, on me dit que voulez-vous être dans votre prochaine vie? Une de mes premières réponses est d'être femme et me croiser. La deuxième, c'est d'être musulman et être un intégriste. Et puis la troisième de ce soir, c'est être Renaud Camus et avoir son intelligence. Fin de mon procès. Vous êtes donc acquitté de racisme, d'antisémitisme, d'incitation à la haine, de misogynie. Vous êtes innocent en tout. Et je le disais tout à l'heure, vous avez créé un parti aux multiples adhérents qui s'appelle Innocence. Étant précisé que Innocence, c'est, je crois, une référence à une renaissance au fait de ne pas nuire. Hippocrate. Non nocere, c'est le serment d'Hippocrate, non nocere. Et je trouve assez merveilleux de créer un parti sans adhérents dont l'âme est ne pas nuire. Ne pas nuire. L'innocence ici n'est pas une naïveté, mais c'est un égard parce que l'autre existe. Ne pas nuire. Merci. Est-ce que je réponds à tout ça ou... Mais oui, mais oui. Alors, en effet, je suis tout à fait de votre avis. Ce qui perd les partis sont les adhérents, les membres. Dès qu'il y a des adhérents, il y a des disputes, des scissions, on n'est pas du même avis, parce que moins il y a d'adhérents, plus ce risque est écarté. Par exemple, au moment de la candidature à la présidentielle, mon parti m'avait désigné comme candidat, alors que tous les autres étaient encore des disputes qui n'en finissaient pas. On pourrait parler du parti de l'innocence, en effet, il est très important de le distinguer de l'innocence sans tirer. D'ailleurs, quand les gens disent, on comprend ce que ça veut dire innocence, ce que veut dire nocence, pardon. Mais s'ils ne comprennent pas ce que veut dire nocence, ils ne comprennent pas ce que veut dire non plus innocence, puisque innocence n'est évidemment que la négation de la nocence. Ce qui est d'ailleurs, le mot est plein de forte portée philosophique et inscrit toute réflexion de ce genre, évidemment, dans la tradition du péché originel et d'ailleurs des organisations politiques du covenant hobbesien ou du contrat rousseauiste, excusez-moi, mais parce qu'il y a de la nocence, il faut créer de l'innocence. Et l'innocence, avec un tiret, n'est pas du tout première comme l'innocence. L'innocence, au sens traditionnel, vulgaire et erroné, à mon avis, c'est ce qu'on perd progressivement. Tandis que l'innocence est au contraire ce qu'on doit combattre pour obtenir. On n'est jamais parfaitement innocent, mais on peut l'être tout de même de plus en plus, c'est-à-dire en essayant de refuser toute innocence, y compris d'ailleurs, évidemment, éminemment, au sens écologique. Et le mot me plaisait parce qu'il combinait à la fois une interprétation politique, une interprétation de quelque chose qui n'est jamais évoqué, pourtant fondamental, c'est-à-dire les rapports entre voisins, la façon d'occuper l'espace, et le concept de nocence, de la nocence dans les rapports entre voisins, par exemple le bruit. La question est pour moi très obsessionnelle du bruit, évidemment, qui me semble une des nocences les plus marquées. Et troisièmement, évidemment, une acception écologique. La Terre n'en peut plus de l'homme, elle a besoin de non-nocence, d'innocence, c'est-à-dire de l'obsession de ne pas nuire. Mais ce que vous dites en général est tellement riche et dense que, évidemment, on a l'impression qu'il faudrait être une sorte de Torah qui multiplierait les commentaires marginaux et de bas de page et de fin de volume à tout ce que vous évoquez. Alors, il y a 1000 points qui, évidemment, me sont extrêmement sensibles. La question du changement de sens de mots qui me semble en effet très frappant. Tous les mots sont en train de changer de signification et les gens ne comprennent plus ce qu'ils veulent dire. Et alors là, et ça sera encore un autre chapitre que nous n'avons pas le temps d'évoquer, mais c'est l'américanisation des esprits, y compris et d'abord dans la langue. Parce que chaque fois qu'il y a deux sens pour un mot,
c'est le mot anglais, mais en l'occurrence américain, qui l'emporte. Or, c'est grave non seulement pour le vocabulaire, mais beaucoup plus grave pour la structure de la langue. Les gens parlent maintenant en français dans une structure entièrement anglo-saxonne et plus particulièrement américaine. Pour tout, toutes les structures de la langue sont désormais américaines. Et ça, c'est un des remplacements parmi d'autres fondamentaux à mon sens. Vous avez parlé de la question de l'identité qui m'intéresse beaucoup parce que c'est le terrain d'une très légère divergence politique avec beaucoup de monde et en particulier avec mes amis, si je puis dire, enfin j'ai de bonnes relations politiques avec eux, les identitaires. Moi je ne suis pas identitaire. Et je vais expliquer pourquoi en 2 mots. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas. Je ne suis pas souverainiste, je ne suis pas nationaliste, je ne suis pas d'extrême droite, je ne suis même pas de droite d'ailleurs, dirais-je, pas de gauche non plus, mais en tout cas pas de droite. Je suis D'ailleurs. très monté contre la droite française. Je ne comprends absolument pas parmi les anti-remplacistes aujourd'hui qu'il faut une fixation sur la gauche. Enfin, je ne vois pas en quoi la droite politique en France a moins trahi que la gauche. Enfin, les gens comme Chirac et Sarkozy ont aussi bien livré le pays, sinon plus, que François Hollande. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi cette fixation contre la gauche. Enfin, je vois très bien ce qu'on peut reprocher à la gauche, mais ce qu'on peut reprocher à la droite me semble tout à fait aussi manifeste. Et quel rapport avec l'identité? Oui, alors beaucoup de choses que je ne suis pas. Il y en a beaucoup d'autres, mais pas identitaires. Et parce que je pense que l'identité, être identitaire, c'est le commencement de la fin. L'identité, dirais-je, est un deuil de l'être. Si on est identitaire, c'est qu'on n'est, au sens plein, EST, plus. Les poilus français de la guerre de 14, dans leur tranchée à Verdun, vous leur auriez dit qu'ils étaient identitaires, ils auraient bien ri, ils n'auraient absolument pas compris de quoi on leur parlait. D'abord, le mot leur était inconnu, et ils ont dit on est français, ou on est suisse, ou on est allemand, ou on est ceci ou cela, mais identitaire, non. À partir de l'identité, il faut bien entendre identité. Ce n'est pas la chose. Ce qui est identique à la chose, c'est de la copie, c'est même l'ouverture vers le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est évidemment la substitution à tout de son double, du facsimilé, de l'ersatz, de ce qui est identique, de la copie conforme, du faux. C'est pour ça que le faux est fondamental au remplacisme. Il est au principe même de ce que j'appelle le remplacisme global. Le faux est of the essence, comme disent pour le coup les Anglais-Saxons. Il est de l'essence même du remplacisme global, c'est-à-dire que tout est remplacé par ce que ce n'est pas vraiment. Et l'identité est déjà un peu dans ce mouvement, c'est, me semble-t-il, le deuil de l'être. S'il se trouvait que le parti de l'innocence n'ait pas tout le succès politique escompté, et par exemple n'emporte pas 200 sièges aux élections, je fonderais... Alors j'hésite, d'une part il y a un parti cratilien qui me semblerait pouvoir une destinée politique assez... en tout cas qui répondrait totalement à mes objectifs, ou alors carrément le parti ontologique. Un parti cratilien? Oui. Oui, en faveur de Cratyle. Renaud, je ne suis pas convaincu que dans nos écoles, on enseigne encore Cratyle et Hermogène, qui est un des dialogues de Platon sur la langue. Et gardez à l'esprit qu'on n'enseigne plus le latin ni le grec, sauf quelques exceptions. On n'enseigne plus le français puisqu'on enseigne le français inclusif. On n'enseigne plus rien. On nivelle. Donc vous me déconseillez le parti cratylien comme... Écoutez, il faudrait des bas de page, des scolies et 2 ou 3 explications pour qui ne vit pas quotidiennement, comme vous et moi, avec Cratyle et Hermogène.
Ma carrière politique est ruinée. D'ailleurs, je dois dire que d'emblée, elle était mal partie. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir organisé.